Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Encore une fois, des invités de marque, parmi lesquels Laurent Duvernay-Tardif, joueur de ligne des Chiefs de Kansas City dans la NFL. Aussi avec nous, Marc-Étienne Bussière, golfeur professionnel canadien par excellence en 2016. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Laurent Duvernay-Tardif, joueur de football, docteur. Est-ce qu'on peut te considérer maintenant golfeur? Éventuellement, j'espère. Éventuellement. Qui t'a initié? Qui t'a donné le goût de jouer au golf? Une couple de gars sur l'équipe. En fait, à Kansas City, il y a beaucoup de terrains de golf. Les gars sont passionnés de ça. Puis pendant les 2 mois, dans le fond, du mini-camp de printemps, on a un peu plus de temps pour nous. Fait que j'ai essayé de m'y mettre tranquillement pas vite. Les O-line, c'est pas super flexible, mais ça joue au golf. Fait que c'est ma prochaine question. À quoi ça ressemble une douzaine de gars de foot sur un terrain de golf? De la musique, un peu de bière, puis on a du plaisir? Oui, mais personnellement, moi, je trouve qu'après nos entraînements, ils ont fini vers 3 heures d'aller comme marcher un petit 9 trous là, en fin de journée. C'est pas mal ça qu'on fait habituellement. C'est toujours relax. En fait, j'ai jamais vraiment joué de 18 trous jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'est une première. OK, c'est une première aujourd'hui. Bon. J'ai joué mon premier 18 au complet. Excellent. Et puis, pour l'instant, qu'est-ce qui t'accroche le plus au golf, tu penses? Mais la complexité du mouvement, je trouve qu'à chaque swing, il faut tellement que tu sois concentré. Il y a 1 million de choses à penser. Puis moi, c'est sûr que je commence, je connais pas grand-chose, mais d'essayer de porter attention à un détail différent à chaque motion, puis essayer de corriger chaque petit détail. Puis quand tu as une belle swing, c'est tellement un moment d'extase. Fait que je pense que c'est un sport qui devient addictif, puis je pense que je suis en train d'embarquer. Puis, ça serait quoi tes points positifs, là? C'est quoi les atouts que tu as, là? Bien, je commence à être capable de chipper une balle avec un bon lob, puis essayer de la faire arrêter sur le green. Ça, je trouve que c'est un plus. Puis, faut que je maîtrise mieux mon coup de départ. Là. De ce temps-ci, je m'en vais un peu à gauche puis à droite. Corriger ça un peu, mais non, j'ai vraiment du fun. C'est un beau terrain, les gens sont sympathiques. Excellent. Puis quand tu es au-dessus de la balle, je sais que tu n'as pas joué encore de 18 trous, mais quand tu es au-dessus de la balle, à quoi tu penses? As-tu des éléments clés sur lesquels tu dis, bon, ben OK, je peux juste penser à ça? Parce que tu l'as dit, il y a 1 million d'affaires sur lesquelles tu penses, il faut rester le plus simple possible. À quoi tu penses avant de frapper une balle? J'essaie d'être bien groundé à terre. J'essaie de pas. Je me dis, je vais pas lever la tête. Je vais garder la tête à terre le plus longtemps possible. Puis la position puis l'angle que j'ai au début, je vais essayer de le garder au moment où est-ce que je frappe la balle. J'essaie d'avoir la même posture que quand j'ai commencé. En tout cas, c'est ça que j'essaie de faire. Es-tu prêt à mettre ça en application? Excellent. Le colosse des Chiefs de Kansas City a le potentiel pour développer énormément de puissance. Et cette puissance doit commencer par un transfert de poids qui se déplace vers l'avant. Lors de la montée arrière, on constate que Laurent vient mettre beaucoup de poids sur la jambe avant, probablement par faute d'espace puisque la largeur de ses pieds pourrait être plus grande. Quoi qu'il en soit, pour faire contact avec la balle, ceci l'oblige à se relever légèrement et déplacer son poids vers l'arrière. Résultat, c'est uniquement le haut du corps qui génère la vitesse d'élan. On termine sur une bonne note, malgré le fait que Laurent n'a pas de bâton ajusté sur mesure. La stabilité de la tête est exemplaire, et ce, du début du mouvement jusqu'à l'impact. L'an passé, lors du championnat Travelers, Jim Furyk a obtenu un exploit vraiment hors du commun. Quel est cet exploit? Est-ce que c'est A, 2 trous d'un coup dans la même ronde, B, jouer un score de 58, ou C, obtenir 4 rondes dans les 60? On vous revient avec la réponse dans quelques instants. Alors, quel est donc l'exploit signé par Jim Furyk lors de la ronde finale du championnat Travelers l'an passé? La réponse, évidemment, B. Il a obtenu un pointage de 58. Une première pour un joueur en compétition dans l'histoire du circuit PGA Tour. Il nous fait plaisir de vous présenter lors d'une cérémonie de remise de prix officiel pour la saison 2016, celui qui a reçu le prix du meilleur golfeur de l'année au cours de la dernière saison. Marc-Étienne Bussière, félicitations et bravo. Bonjour, merci, ça fait plaisir. Sans fausse modestie, tu nous racontes quels ont été tes faits d'armes pour cette saison 2016. Ça a commencé de quelle façon et ça s'est terminé de quelle façon?
Ça s'est débuté par une victoire au championnat de la PGA du Canada qui a été disputé à Victoria, sur l'île de Vancouver. Ça, c'était au début juin. Fait que c'était quand même assez tôt dans la saison. Puis ça s'est terminé par une autre victoire avec un championnat en équipe avec Dave Lévesque aux Bermudes, où est-ce qu'on a remporté le Team Championship de la PGA du Canada. Revenons donc à la compétition à Victoria. Tu nous expliques un peu quel est le format et de quelle façon est-ce que tu t'es présenté du début jusqu'à la fin pour arriver avec la victoire en bout du compte. Oui, le championnat chez la PGA du Canada est un format un petit peu différent. Dans le fond, les 2 premières rondes sont une compétition stroke play où est-ce qu'on joue notre pointage habituel. Et ainsi de suite, on va avoir les 16 meilleurs golfeurs qui vont aller en compétition par élimination. Donc, on joue un match. Si on gagne, on continue. Si on perd, on est éliminé. Fait que j'ai gagné le championnat par stroke play. J'avais joué des rondes de 71 et 66 pour être le médailliste. Et ensuite de ça, j'ai gagné tous mes autres matchs pour finir le vainqueur. En compétition par trou à ce moment-là. Exactement. Donc, un trou à la fois. Et puis, j'aimerais que tu nous parles un peu du feeling que tu as eu en regardant, parce que ce trophée-là a été gagné par de grands golfeurs sur la scène internationale et aussi les Québécois. Oui, exactement. Justement, Dave Lévesque, avec qui j'avais joué le championnat en équipe, c'est lui qui l'avait gagné il y a 2 ans. J'ai aussi le nom de Arnold Palmer qui est sur le trophée, donc c'est des noms qui sont quand même assez prestigieux. On peut penser aussi à Mo Norman, qui est une légende du golf canadienne. Fait que c'est tout un honneur. Marc-Étienne, on arrive à la 2e victoire, celle acquise en équipe. Ça s'est passé comment de ce côté-là? Celui-là, c'était aux Bermudes. Fait que c'est une compétition qui est quand même assez différente. Peut-être un peu plus amicale, étant donné que c'est en compétition avec un autre partner. Mais c'était quand même tout aussi prestigieux puis aussi stressant. On a été les meneurs du début jusqu'à la fin. On a eu quelques accrochages à la fin de notre parcours à la dernière ronde, mais un birdie au 18e trou nous a assuré la victoire. Maintenant, on parle évidemment de perspectives d'avenir. Est-ce que la saison 2017 peut, à la limite, être aussi bonne, sinon meilleure que la 2016? Oui, et évidemment, j'aimerais ça performer aussi bien que j'ai performé en 2016. J'ai fini premier au classement du Circuit Canada Pro Tour, la division Molson 67, et premier au PGA du Canada. En ce moment, je suis classé 4e sur l'ordre de mérite national de la PGA du Canada. J'aimerais essayer de me rendre jusqu'au premier rang d'ici la fin de la saison et peut-être mériter l'exemption pour le championnat l'Omnium canadien RBC. Marc-Étienne, ça peut représenter combien de tournois au cours de la saison qui s'en vient, ça? On parle d'environ 15-16 tournois pour la saison. S'il y a un élément de ton jeu sur lequel tu veux peut-être pousser davantage, t'améliorer davantage, qu'est-ce que ce sera actuellement? C'est toujours le potin qui est un petit peu ma pièce un petit peu moins forte que les autres dans mon jeu. Mais c'est sûr que j'ai des bons éléments en tête sur lesquels je vais travailler qui vont me permettre de me rendre où je veux. Ben, encore une fois, bravo et félicitations, et on va suivre ça de très, très près pour une autre saison exceptionnelle en 2017. Merci, ça fait plaisir. Définitivement à Augusta, où se déroule le Masters. C'est probablement le plus beau terrain au monde. Tout golfeur rêve de jouer là. Je dirais Augusta. Sûrement, bon, justement, pour la beauté du parcours, mais aussi l'inaccessibilité de ce parcours-là. Je connais pas personne qui a joué là. Les gens sont allés au Masters pour le marché, mais le jouer, j'en connais pas. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire une fois dans ma vie, mais je sais pas si ça va arriver. Jack Nicklaus a toujours dit que si j'avais sa dernière partie à vie, ça serait à Pebble Beach. Alors, si c'est bon pour Nicklaus, c'est bon pour tout le monde, mais j'aimerais jouer à Pebble Beach sur le terrain qui s'appelle Cypress Point, parce qu'on me dit qu'il est encore plus beau que le terrain où on joue le tournoi. St. Andrews, je pense que c'est un terrain que tout le monde aimerait jouer. J'ai eu l'occasion de le marcher déjà, mais de pouvoir le jouer, c'est certain que je tomberais malade une couple de jours pour y aller. Sans aucun doute, Augusta, en Géorgie. Pourquoi? Parce que c'est le terrain qui est probablement le plus difficile de se faire inviter à jouer. Et deuxièmement, c'est probablement le terrain qu'on connaît le mieux pour l'avoir vu à la télévision. Donc, chaque trou, on se souvient d'un coup. Il y a des souvenirs impérissables d'Augusta. Ce serait sans aucun doute mon endroit rêvé numéro 1. Au terrain d'exercice vous est présenté par les tout nouveaux M1 et M2 2017 de TaylorMade. Meilleur en tout.
Même si la longueur ne fait pas tout au golf, elle rend le jeu beaucoup plus facile et agréable. Voici mon top 3 des éléments à surveiller pour maximiser votre distance avec votre coup de départ. Premièrement, saviez-vous que l'angle de votre colonne vertébrale influence grandement l'envolée de la balle et la distance que la balle va parcourir? L'angle de colonne vertébrale, si elle est trop droite ou pas assez inclinée vers l'arrière, va produire beaucoup trop d'effets rétro sur votre balle et c'est un des critères primaires de perte de distance. Donc, à l'adresse, votre colonne doit être légèrement inclinée vers l'arrière. Vous allez ressentir un petit peu plus de poids sur votre jambe arrière. C'est de cette manière que vous allez être certain qu'à l'impact, votre angle d'attaque va être ascendante et vous allez générer beaucoup moins d'effets rétro ou de backspin. Voici un truc pour essayer de trouver cette position idéale à l'adresse. Placez votre bâton contre votre poitrine le long de votre colonne vertébrale. Puis, inclinez le tronc jusqu'à ce que votre manche touche l'intérieur de votre cuisse. Faites quelques élans ici, en essayant de garder l'angle de la colonne jusqu'à l'impact. Un deuxième élément à considérer pour maximiser notre distance est de frapper la balle dans le centre de la face du bâton. Savez-vous que la différence entre frapper la balle dans la zone idéale ou non peut engendrer une variation de direction et de distance pouvant aller jusqu'à 40 verges? Donc, il est primordial de frapper dans le sweet spot si on veut maximiser le transfert d'énergie à notre balle. Ce ratio de transfert d'énergie-là doit être aux alentours de 1,5. Je m'explique qu'est-ce que ça veut dire un ratio d'énergie de 1,5. Si votre bâton passe à 100 km/h à la balle, celle-ci devrait sortir à 150 km/h de la face du bâton, ce qui fait un ratio de 1,5. Donc, voici l'exercice pour pratiquer à améliorer notre impact de balle dans la bonne zone. Placez 2 tees de chaque côté de votre tête de bâton. Le but est de réussir une dizaine de frappes sans toucher au tee. Donc, si vous réussissez à frapper des balles sans toucher aux 2 tees, c'est que vous frappez dans la zone idéale d'impact. Et finalement, un dernier exercice, au moment de l'impact et à la traversée de celle-ci, il est important que votre bras gauche, votre bras avant, reste connecté à votre corps tout le long de ce mouvement. Je vois beaucoup de gens qui essaient d'étirer les bras au moment de l'impact ou à la traversée et ils perdent le contrôle un peu de la direction et de la distance de leur balle. Donc, un exercice pour essayer de remédier à ça, vous allez avoir besoin d'un gant que vous allez placer sous votre aisselle. Voici comment faire. Le meilleur moyen pour travailler cette connexion est de mettre un gant sous son aisselle gauche et vous pouvez même frapper des balles avec votre gant. Si vous faites bien l'exercice, vous allez être capable d'augmenter la vitesse de votre bâton à l'impact. Chaque kilomètre-heure de plus représente 2 verges de distance. Donc, il est important de ne pas travailler sur sa vitesse de tête de bâton en premier lieu, comme la majorité des golfeurs font au champ de pratique. Il est important d'essayer d'améliorer nos angles d'attaque à l'impact. Il faut essayer de frapper la balle dans la phase ascendante de notre élan pour diminuer l'effet rétro de la balle, diminuer le fameux backspin. Ensuite, il ne faut pas oublier de frapper la balle le plus possible dans le centre de la face du bâton. Trouver le fameux sweet spot. Et finalement, vous pouvez travailler sur votre vitesse d'élan. Essayez d'augmenter la vitesse de votre bâton à l'impact. Mettez ces 3 éléments en pratique et soyez certain que vous obtiendrez un gain en distance. Sur ce, bonne pratique et bon golf. En compagnie de Bob Weeks, qui, auprès de la Canadian Professional Golf Association, reçoit aujourd'hui un prix amplement mérité pour l'ensemble de sa carrière sur la scène du golf canadien. C'est quand même pas mal, Bob, pour un gars qui a grandi jusqu'à l'âge de 12 ans à Montréal. Yes, I did. I grew up in Montreal. I loved living there. It was a great spot. I still have lots of family back in Montreal, and I can't say I played much golf when I was living there. I was a little bit young, but it's still home. Bob, Lifetime Achievement CPGA, Hall of Fame in Ontario, Canadian Hall of Fame. Let's talk about your best souvenirs in your career. Who would you say was the best Canadian golfer? The best Canadian golfer I saw was probably Mike Weir, and I was lucky enough to be there when he won the Masters in 2003, and that's probably the highlight of my career as a reporter. Covering that moment was one of those moments where you have to kind of make sure you're being a journalist first and not a cheerleader, and but it was hard not to be because it was a great moment in Canadian golf history, and it was nice to see Mike, who was a really hard worker, who I had managed to follow when he was an amateur golfer and through the Canadian Tour, and to see him win that was a wonderful moment. I also remember seeing Mike lose against Vijay Singh
I was there. Actually, interesting point. We were covering the live tournament back in those days, and my job was to interview Mike as soon as he won. So I was standing by the 18th green. I was standing again at the 17th green in the playoff, and then back at the 18th green. And then I had to interview VJ. And the first question I remember asking him was, you know, I think you won the tournament, but I think you broke an awful lot of hearts here today. And I think Mike, I don't know if Mike ever recovered from that one. But throughout your career, what would you say is the best thing that you've seen technically or about the change in the golf industry as a whole? I think the best part about the golf industry and the golf equipment industry is that it's become so much easier for people to play the game and enjoy it. The equipment now allows people who aren't maybe necessarily that gifted as a golfer to get the ball up in the air, to hit it a little further, to enjoy the game more. And I think while we see all these advancements on the PGA Tour and how far they're hitting it and how good they are hitting it with all these 59s coming up, these days it's really more about, I think the big beneficiary are the average golfer, the guy who plays Saturday mornings and can get a little bit more enjoyment out of his game thanks to this technology. We're talking about a lifetime achievement, but it ain't over yet. I can only presume, I can only hope. Yeah. Any future plans? Well, we're going to keep going with TSN. We're going to keep going and covering the major championships. It's an honor and a privilege to be able to do that, and I get a real thrill when I come back and work at the Canadian Open and people say, hey, you know, I loved what you did at the Masters this year or at the PGA Championship, and that means a lot to me when I hear from readers and hear from people. But I can tell you, when I started, we were working on typewriters, and now we're working, tweeting and Snapchat, and so it's come a long way, and we're doing a lot of different things. But yeah, I'm still enjoying it, so I'm still hoping I got a few more years left. Well, Bob, hopefully you'll probably be able to do the interview with a Canadian golfer winning the Canadian Open. I would love to do that. That would be the crowning achievement of my career. Félicitations, Bob. Bien mérité. Merci, Michel. Parce que le golf sert aussi à décrocher de la ville et de la routine, je vous invite cette semaine à découvrir un parcours qui se trouve en pleine nature aux portes d'entrée de la Beauce à Sainte-Marie. On visite le golf de Beauce en compagnie de son professionnel en titre, Richard Poulain. Le golf de Beauce a ouvert ses portes pour la toute première fois en 1962. Est-ce que dès le départ, on parlait d'un 18 trous? On avait seulement que 9 trous, sauf que, en fait, on s'est mis en marche comme ça. Puis après ça, on a refait les 9 premiers trous à la fin des années 60. Et après ça, on a fait la construction là, des 9 derniers trous au milieu des années 70. Donc, on a inauguré le deuxième 9 trous en 1977. Avec justement 15 ans de différence entre les deux, la création des deux 9 trous, est-ce qu'on parle du même type de parcours ou il y a une différence entre les deux 9 trous? Il y a quand même une différence. Je dirais que le premier 9 trous, il est surtout bordé de rangées de conifères qui étaient déjà là à l'origine. Donc, nous, on a pu construire notre terrain golf avec ces beaux arbres-là. Donc, c'est vraiment impressionnant aujourd'hui. Ces arbres-là sont vraiment grands, sont impressionnants. Après ça, le deuxième 9, je vous dirais que les trous sont un peu plus isolés, un peu plus on se retrouve plus dans une érablière, donc une belle variété de trous. Justement, pour le golfeur qui vient ici pour la première fois, à quel type de parcours on peut s'attendre? Un parcours très long, difficile ou... Pas très long, je vous dirais. Nos distances varient entre 5100 verges et 6400 verges, donc on a des marqueurs, des terres de départ pour à peu près tous les types de joueurs. Le relief, il y a un bon relief au niveau du terrain, bon défi de golf. Les verts sont quand même assez ondulés, donc c'est quand même un terrain qu'on peut appeler assez stratégique, mais avec lequel on a du plaisir à jouer, qui nous demande quand même qui nous donne un certain défi. Comment vous décririez les verts ici au golf de Beauce? Les verts sont assez difficiles, je vous dirais. C'est pas mal l'une de nos difficultés. Les verts ont une bonne ondulation, c'est-à-dire que le joueur doit, en fait, s'il est capable de se placer au bon endroit, si on ne se retrouve pas au bon endroit sur le vert en fonction de la positionnement du drapeau, bien, à ce moment-là, on peut se retrouver facilement avec 2 ou 3 potes. Alors non, les verts sont quand même assez difficiles. Une bonne vitesse, je vous dirais pas les verts ultra rapides, je pense que ce serait trop difficile pour la moyenne des joueurs, mais une bonne vitesse de verre généralement. À titre de golfeur, selon vous, le principal défi du sport ici, ce serait quoi? En fait, le défi, c'est de garder sa balle en jeu, placée au bon endroit. Puis, parce que justement, le terrain, je veux dire, il y a du relief. On n'a pas toujours les pieds droits.
Les trous, on les voit bien. On a une bonne idée du trou lorsqu'on est sur le terre de départ. On voit un peu les options qu'on a, c'est ce qui est plaisant. Mais il faut vraiment... C'est un terrain qui est assez stratégique. Il faut être placé au bon endroit. Donc, on parle d'aller plutôt étroite? Oui, relativement étroite, effectivement. Okay. Mais des sous-bois, est-ce que je peux voir assez dégagés? Oui, c'est quand même dégagé. Pas trop de balles. Non, généralement, non. Surtout quand on frappe dans la ligne, il n'y a pas de problème. Oui, idéalement, c'est toujours ce qu'on vise, n'est-ce pas? Les trous signature, si je devais vous faire choisir un seul trou, ici, ce serait lequel votre trou préféré? Donc, le trou numéro 7, on a 2 options, en fait. On peut le jouer, pour jouer un peu plus à court, aux alentours de entre 120 et 110 verges, pour être un peu plus placé sur le plateau, ou attaquer un peu plus vers le vert. Donc, des fois, les plus longs frappeurs vont préférer, ils vont être tentés d'essayer le vert, mais par contre, ils peuvent se retrouver dans le trouble. Donc, stratégiquement, je vous dirais, le conseil que je vous donne, c'est peut-être de jouer un peu plus à court, entre 110 et 120 verges. Et après ça, pour pouvoir attaquer le vert, qui est un petit peu plus en descendant vers l'arrière. Donc, pour avoir un petit peu plus de vitesse, pour pouvoir faire tomber la balle en hauteur avec un petit peu plus de rotation pour que la balle, le vert soit un petit peu plus réceptif à notre balle. Et le trou numéro 18, bien, il y a un vert encore là, un départ qui est surélevé. On voit très bien la piste d'atterrissage. Encore une fois, on peut jouer un peu plus à court, plus stratégique, pour éviter le danger qui est à droite et à gauche, ou y aller vraiment, encore une fois, pour un petit peu plus attaquer le vert. Encore une fois, l'idée, c'est de se ramasser, peut-être de frapper sur le plateau en bas, aux alentours entre 100 et 120 verges, pour après ça attaquer le vert, qui est un petit peu plus réceptif, lui, par contre, là, pour que 120, là, ça soit pas trop difficile de finir, puis qu'on finisse sur une belle note, qu'on ait une chance de faire peut-être un par ou un birdie. Et pour justement les gens du public qui veulent jouer, c'est assez facile de réserver ici? Oui, on peut toujours communiquer ici directement par téléphone ou par notre site web. Les gens ont toujours 5 jours d'avance pour pouvoir réserver le départ, donc il reste toujours de belles possibilités de départ. Et on peut prendre des groupes également. On réserve des groupes, il n'y a pas de problème. On peut les prendre un petit peu plus à l'avance. Les gens qui ça leur tente de venir peut-être passer un séjour en Beauce, l'occasion est belle avec notre partenaire, la Cache à Maxime, qui offre vraiment un hébergement de trop de qualité. La Cache à Maxime est ici à Scott, à peu près à 7 minutes du club de golf. Avec le spa, le vignoble, ça complète très bien une journée de golf. Absolument. Donc, il y a un hébergement de qualité qu'on n'avait peut-être pas auparavant dans la Cache à Maxime. Et là, maintenant, je pense que les gens, en même temps, les gens vont pouvoir découvrir une belle région qui est la Beauce. Ben voilà, mesdames, messieurs, la 10e émission de la saison 2017 est déjà terminée. Pour notre prochain rendez-vous, je vous propose une rencontre avec le vice-président de Golf Canada, Charlie Beaulieu. Il va notamment nous parler des nouveaux programmes qui sont mis de l'avant pour améliorer la situation du golf tant au Québec qu'au reste du pays. Également avec nous, le descripteur des matchs de hockey à la télé de RDS, nul autre que Pierre Houd. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e où, bien entendu, on entend toujours les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard.